Bonsoir. À quelques semaines de l'élection présidentielle, vous le savez, qui est convoquée pour le 12 octobre 2025, et depuis la convocation du corps électoral le 11 juillet dernier, les débats se cristallisent autour de plusieurs thématiques. Autour des enjeux de cette élection, évidemment, le rôle des partis politiques, la solidité des institutions, les controverses sur les déclarations de candidature, mais aussi la manière dont le droit est instrumentalisé, mobilisé dans le champ politique par divers acteurs. Surtout aussi les menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité du pays. Notre invité de ce soir n'est pas un inconnu du monde politico-médiatique, universitaire de renom, analyste politique influent et avisé, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. Il est aussi connu pour ses prises de parole tranchées. Le professeur Mathias Eric Onangini nous accorde un entretien exclusif ce soir pour éclairer les enjeux actuels avec sa veuve et son érudition coutumière. Bonsoir, prof. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci de l'amitié renouvelée que vous nous faites. Précision, je suis vice-recteur à l'université de Yaoundé 2 maintenant. Yaoundé 2, bon, vous étiez à Yaoundé 1. Oui, merci pour la correction. Cela dit, on va peut-être entrer avec un sujet légèrement décalé. J'ai reçu, je l'ai dit en off tout à l'heure, votre sœur Ina Cora il y a quelques semaines ici dans nos studios. Vous avez assisté à sa dernière dédicace? Non. Pourquoi? Je n'étais pas invité. Il lui fallu que vous soyez invité? Oui. Tout un protocole pour cela? Bien sûr, il y a des formes. Votre relation au beau fixe? J'aime pas trop rentrer dans ce genre de choses. Il y a des tensions que certains ont créées dans la famille parce qu'ils veulent discuter la position du patriarche que je suis. D'accord. Or, un patriarche ne discute pas avec ses enfants, il ne discute pas sa canne de commandement avec ses enfants. Donc vous essayez de... J'essaie de transcender, mais on ne me facilite pas la tâche. Mais je ferai face à toutes les épreuves, avec toute la détermination nécessaire. Alors loin de là, et puis en rapprochement avec l'actualité, évidemment, nous avons rendu, et nous le faisons tout le temps, un grand hommage à votre papa, le professeur Joseph Orona, de regretter mémoire. À l'occasion de ces obsèques, il y a également eu une polémique autour des hommages qui auraient dû lui être rendus ou lui être faits par le professeur Maurice Kamto. Non, pas vraiment. Il y avait plusieurs possibilités dans le cadre des hommages. D'accord. Et des choix ont été faits. Le professeur Maurice Kamto aurait pu intervenir, mais finalement, d'autres personnes ont été préférées à cette personnalité. Qu'est-ce qui a orienté le choix des autres? Selon ce que nous avons appris, on pose le problème justement parce que vous êtes la source. Votre papa avait souhaité qu'effectivement, que le professeur ait un rôle, tout au moins dans l'hommage funeste. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il ait exprimé une volonté de ce type. D'accord. Ce qui ne remet pas en cause l'appréciation qu'il pouvait faire de son collègue. Mais malgré les divergences idéologiques sur le plan notamment politique, entre l'enseignant et son étudiant, qui par ailleurs avait quand même du respect en tant qu'intellectuel, est-ce qu'il y a une grande admiration entre les deux? Oui, okay. Ça c'est un fait. Ceux qui connaissent les relations le savent. Mais vous savez, les gens ont des perceptions réductrices. D'abord, il n'y a pas que la politique dans la vie. Il y a beaucoup de choses, même si la politique est quelque chose d'important. D'accord. On peut avoir des positions politiques divergentes et être de bons collègues, éventuellement même des amis ou autre chose, des partenaires d'affaires, tout ce qu'on veut. Alors, venons-en à l'actualité présidentielle, notamment concernant cette élection. Le président de la République a définitivement déposé, ou du moins fait déposer, sa déclaration de candidature ce jour même à Yaoundé, avec d'autres... il y a déjà une dizaine de candidatures, pour être plus exact. Paul Biya qui repart à 92 ans. Comment trouverez-vous la suite éventuellement s'il passe?
La suite, c'est que le peuple camerounais, dans cette hypothèse, lui aura donné un mandat qu'il devrait assumer, tout simplement. S'il a manifesté la volonté d'être candidat, c'est qu'il estime, et lui-même l'a dit, dès décembre 2024, qu'il a la détermination nécessaire pour assumer ses hautes fonctions. Comment appréciez-vous le tollé de ses adversaires politiques, de certains observateurs qui n'ont pas forcément eu la même appréhension que la lecture que vous faites? C'est ça le pluralisme. Dans un système institutionnel pluraliste, il y a nécessairement une pluralité de perception et d'appréciation des situations. Il y a un ensemble de forces qui soutiennent le président Paul Biya en tant que candidat. Il y a des forces sociales qui ont une orientation et une perception contraire. C'est tout simplement le pluralisme. Maintenant, ses adversaires, c'est surtout la peur. Combien de fois Paul Biya les a battus dans une élection présidentielle? Si quelqu'un, permettez-moi l'expression, vous rose tout le temps, vous n'avez pas envie de l'affronter à nouveau. Alors, n'empêche qu'une ou deux voix au sein de son parti, le RDPC, se sont quand même dites pas forcément en harmonie avec cette décision, notamment parce qu'il y a des instances, des instruments du parti qui, selon, par exemple, Léon Tréler Onana, auraient dû être activés pour décider de la candidature, malgré les textes qui prévoient que le candidat du parti ou le président du parti est candidat naturel. Non. L'article 27 alinéa 3 des statuts du RDPC règle le problème. Il y est écrit que c'est le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est le candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas précisé dans cette disposition des statuts du RDPC qu'il y avait une procédure à suivre. On a juste énoncé que le président du parti était le candidat statutaire du parti à l'élection présidentielle. D'accord. Alors il se dit néanmoins que le bureau politique devrait se réunir. Oui, après il y a des accommodements, il y a des aménagements pour conduire une campagne importante face à une adversité qui est assez bruyante. Donc il est tout à fait normal que les instances supérieures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se réunissent pour un peu définir la voie à suivre. Vous avez dit adversité bruyante, coriace aussi? Coriace, je n'en suis pas si sûr. On verra. Une élection n'est jamais jouée d'avance. Supposons que le président passe et que fatalement, pas fatalement, mais je veux dire que pour une raison ou pour une autre, on se retrouve dans une vacance du pouvoir. Avez-vous le sentiment que nos institutions, telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, sont suffisamment solides pour parer à toute éventualité de déstabilisation, de troubles, La solidité des institutions peut s'évaluer de différentes manières. Il y a les formes institutionnelles et normatives qui sont consacrées par la loi fondamentale, la Constitution, puis il y a l'épreuve de la réalité. Bon, pour les formes, les institutions sont là. Maintenant, l'épreuve de la réalité, ça va dépendre d'une conjoncture précise qui permettrait de savoir si les institutions sont aussi solides que nous pensons. Quels peuvent en être les risques? Je veux dire, quelles sont les limites? Quel est le point rouge à ne pas franchir? Bon, si jamais une telle hypothèse se présente, on fait jouer la loi fondamentale. Maintenant, si les acteurs sont matures et responsables, ils acceptent ce jeu. S'ils ne le sont pas, il peut donc avoir des dérapages de toute forme. À l'analyse, à votre analyse, vous mettez également en exergue ces signes de dissonance qu'on a l'impression de percevoir au sein même de l'organe dirigeant de... Non, il n'y a pas de signe de dissonance. Il n'y a pas de signe de dissonance nette. D'accord. La personne que vous avez évoquée, permettez l'expression quantité négligeable dans l'organisation du RDPC, même s'il faut respecter les éléments de base du parti que sont les militants. Par la suite, il n'y a pas, pour l'instant, de manière visible, un mouvement consistant de désapprobation de la ligne politique qui est suivie. Bon, peut-être que les gens n'ont pas le courage, mais si vous n'avez pas le courage, vous restez donc tranquille. La
trop forte présence de certains acteurs gouvernementaux au sommet de l'État n'est-elle pas pour également montrer qu'il y a comme une forme de, je ne vais pas dire d'abandon, mais de délaissement du pouvoir entre les mains de ceux qui n'ont pas été choisis par le peuple? Non, pas du tout. Ça, c'est très mal connaître le président Paul Biya. Et c'est précisément ceux qui se plaignent de sa longue gouvernance. S'ils en sont encore à de telles perceptions, ça veut dire qu'ils pourraient éventuellement rester encore plus longtemps. Donc pour vous, les très hautes instructions sont d'inspiration présidentielle, mais bien entendu, sans autre il faut bien connaître le système gouvernant. C'est clair que elles viennent de la plus haute autorité, la très haute autorité. Vous imaginez un secrétaire général de la présidence de la République se lever et décider de créer lui-même des instructions comme ça, sans avoir eu l'orientation du président. Sait-on jamais, peut-être le contexte y prête? Non, ça c'est des purs fantasmes. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes autour du président Paul Biya. Combien de fois ne l'a-t-on pas tué, au point de nous faire croire qu'il ressuscite à chaque moment? Alors, est-ce que le Cameroun, dans l'état actuel de son fonctionnement, peut organiser une élection crédible, transparente, qui, même s'ils ne mettent pas d'accord tous les acteurs, pour moi avoir la perception de l'expression réelle des électeurs? Monsieur Dipita Tongo, quand vous voyez l'enthousiasme et l'entrain qu'il y a autour des personnalités, des formations politiques qui veulent prendre part à cette compétition présidentielle, cela signifie qu'elle est très clairement concurrentielle. Vous savez que depuis tout au moins le retour au multipartisme dès les années 90, les scrutins, qu'ils soient nationaux, donc présidentiels ou locaux, ont toujours suscité des contestations des différents acteurs. Oui, ça fait partie dans notre contexte et en fonction du degré de maturation de nos processus concurrentiels. C'est un ingrédient de l'affaire. Mais pour autant, les gens prennent bien part à ces différentes élections. Et si on prend par exemple les élections législatives ou les élections municipales, ce n'est pas toujours le parti dominant qui gagne. Donc on ne peut pas négliger l'élément concurrentiel qui est dans ces processus. Sinon vous laisseriez croire, et ceux qui le pensent laisseraient croire que ceux qui vont à ces élections sont des kamikazes. Donc pour vous, la loi électorale qui a suscité toute forme de débat, contestation pour les uns, affirmation de sérénité, d'équitabilité pour les autres, cet aspect-là, c'est un échange et en même temps c'est un rapport de force. Il s'agit simplement pour les différents acteurs de savoir jouer. S'ils ne savent pas jouer, ce n'est pas de ma faute. Et beaucoup d'acteurs ont demandé les réformes. Je veux dire que sur cet aspect-là, le pouvoir, je veux dire, freine de toutes ses forces. Mais, Monsieur Dipita, la politique, même dans un contexte de démocratie pluraliste, de démocratie représentative, est un rapport de force. Il y a toujours des divergences, par exemple sur les lois électorales. Dans d'autres pays, qu'on pense à tort ou à raison être plus avancé dans ces processus, il y a souvent des querelles. Est-ce qu'il faut faire un système majoritaire? Est-ce qu'il faut faire un système proportionnel? Donc les divergences sur le processus électoral, sur son organisation ne manquent pas. N'empêche qu'ailleurs, on essaie de s'accorder quand même sur un minimum. Ce n'est pas si sûr. Si vous prenez certains pays où on arrive en Angleterre, les gens ont revendiqué toujours la proportionnelle, mais le système traditionnel, c'est la majorité. Alors, au détour de cet aspect-là, donc, il y a une forte polémique sur la question de la publication ou de la liste électorale. Oui. Elle estime qu'elle a déjà fait le nécessaire en publiant bureau de vote par bureau de vote, ce qui correspond à l'esprit de la lettre de la loi. Et les acteurs de l'opposition estiment que non, il s'agirait de faire une publication intégrale de la liste de tous ceux qui sont inscrits, près de 10 millions d'électeurs. Monsieur Dipita Tongo, les mêmes acteurs en 2018, n'est-ce pas qu'il y avait le même code? Le débat était... Voilà. Le débat existait déjà. Oui, mais non, ces acteurs-là ne l'avaient pas porté. N'avaient pas porté le débat sur l'article 80.
D'accord. Donc en réalité, c'est une stratégie de dramatisation qui a peut-être d'autres visées. Maintenant, Elekama choisit une démarche telle que la disposition est énoncée. Elle n'indique pas la démarche qu'il faut suivre. Elekama choisit de publier bureau par bureau. Et puis ensuite, il faut savoir qu'un fichier électoral, c'est quelque chose de sensible. Et dans le contexte de la numérisation du monde, ça peut donner lieu à des situations tendues si des pirates informatiques s'y invitent. Donc il faut le gérer avec beaucoup de sensibilité. Mais cette segmentation ne peut-elle pas nuire à la crédibilité du scrutin ou à la transparence? Ou au contraire, avez-vous le sentiment qu'elle garantit la traçabilité? Je ne pense pas. Okay. À partir du moment où le citoyen électeur lui-même peut accéder à ces données, mais ceux qui ont telle ou telle orientation peuvent rassembler les données qu'ils ont sur eux-mêmes pour juger de la fiabilité de l'affaire. Mais dans le fond, c'est quand même légitime que la question soit posée, et qui sait peut-être que les acteurs souhaitent que... Oui, mais ça aussi, ça se construit, M. Dipita. La politique, c'est un art. Vous pouvez demander des choses, par exemple, quand vous êtes dans l'opposition, mais ça fait partie d'un dialogue politique, c'est beaucoup plus large. Et dans ce dialogue, justement, pour que le pouvoir, pour avoir l'écoute du pouvoir sur des questions comme ça, il faut aussi céder au pouvoir certaines choses. Hein, c'est un art. Et le pouvoir de son côté... Mais oui, si vous lui cédez ces choses, il peut être plus attentif à vos préoccupations, à vos exigences. Donc ça peut crédibiliser l'esprit selon lequel il n'y a pas forcément franc jeu dans le jeu politique. Non. Certains veulent à tout prix conserver le pouvoir non. Ça, par tous les moyens. Je vous ai dit que ceux qui portent la question là-dessus, et même sur d'autres points, ne le disaient pas en 2018. Pourquoi ils ne le disaient pas? On avait le même code électoral, non? Et le code électoral de tout a été... Moi, je me souviens par exemple... Que le code électoral soit critiqué sur tel ou tel point, d'accord. Mais je dis précisément sur ce point-là, comme sur d'autres, d'ailleurs sur l'article 121, qu'on pourrait évoquer plus tard, ils ne posaient pas ce problème, parce qu'en fait, ils avaient un autre positionnement dans le processus électoral. Et pour vous, qu'est-ce qui peut être le prétexte de ce choix stratégique en ce moment, de susciter cette question au moment où tout le monde se mobilise? Je pense qu'il y a des gens qui veulent créer au cœur de l'élection une crise politique, tout simplement. Ils s'y sont préparés depuis longtemps. Ils entendent créer une crise politique à l'intérieur de l'élection en jouant sur un sentiment d'usure ou de lassitude par rapport à la longévité gouvernante et du président Paul Biya et de son régime. Mais quels sont les instruments que vous mobilisez pour... Je mobilise ce que j'ai appris en tant que politologue. Un politologue spécialiste, entre autres, des mobilisations collectives, puisque non seulement je les ai enseignés, mais j'ai également fait des recherches sur ces questions, dont je sais de quoi je parle quand je dis, bon, c'est ceux qui ne savent pas qui croient que je parle avec légèreté. Je vous dis, et je vous répète, qu'il y a des gens qui veulent créer au cœur du processus électoral une crise politique. Oui, ça peut exister. Et ils construisent de manière préalable un contexte de suspicion pour que, si l'élection ne tourne pas en leur faveur, ils disent, vous voyez, on vous avait dit, donc il faut se soulever. Oui, mais ça peut exister. Et d'ailleurs, ils ont eu ce positionnement de manière claire dans certaines démonstrations qu'ils ont pu faire ici au Cameroun ou ailleurs. Comme lesquelles? Mais comme celle que le professeur Kamto, lorsqu'il est allé à la place de la République à Paris, ses propos étaient sans équivoque. Et vous avez conclu que? J'ai conclu que c'est ce dont je vous parle qu'il s'agit, c'est-à-dire que ces acteurs-là se préparent, au cas où l'élection n'irait pas dans leur sens, à créer une crise au cœur du processus électoral. Mais en même temps, n'y a-t-il pas une contradiction entre dire qu'effectivement le système électoral ne met pas d'accord tous les acteurs, y compris les CAM, et de dire que ceux qui... Encore que bon, allez-y. Et de dire que ceux qui argumentent autour des failles du système
ont pour seul objectif la déstabilisation du pays. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé facilement franchi? Non. D'abord, tout le monde n'est pas positionné de la même manière. Il y a des gens qui se plaignent de ce qu'ils considèrent comme les imperfections du système, mais qui n'en déduisent pas des implications en termes de violence, mais il y en a d'autres qui le font. On ne peut pas les positionner de la même manière, M. Dipita. D'accord. Alors, cela dit, si sur cette base, on va aux élections évidemment, il y a toute une procédure à suivre pour le dépôt de candidature, promulgation de déclaration, publication des listes, bref, jusqu'au contentieux électoral. Tout au long de ce processus, on l'a dit, les acteurs ne sont pas toujours d'accord. Est-ce que vous avez la sérénité de ce que, au terme du processus, la sérénité peut rester permanente? Monsieur Dipita, s'il y a des gens, comme je vous ai dit, qui dès le départ jettent la suspicion sur le processus, il est évident qu'une fois qu'ils seront impliqués dans le processus, ils continueront à vouloir en ruiner la crédibilité. Et si ce processus ne tourne pas à leur avantage, ils peuvent même aller vers des dynamiques qui sont des dynamiques de mise en crise violente. Est-ce que ce n'est pas... C'est l'évidence même. Est-ce que ce n'est pas aussi une analyse facile que d'un camp? Je veux dire qu'il y a vraiment un sentiment de montrer ses muscles. C'est moi le boss, c'est moi l'organisateur. Je prends acte de ce que vous dites. Non. Un camp n'organise pas. Il y a des institutions régulatrices. Bon, maintenant, les institutions régulatrices se situent dans un paysage qui a une histoire. N'oublions jamais, et d'ailleurs c'est ce qu'une grande partie de l'opposition oublie dans sa manière donc de construire sa stratégie, que le système de démocratie pluraliste du Cameroun est né d'un système monopoliste. Et que l'organisation qui contrôlait le pouvoir dans ce système monopoliste n'a pas perdu le pouvoir. Et ça dessine une configuration politique dont il faut tenir compte. Quand on est un politicien sérieux, on voit les choses de manière froide et c'est en fonction de cela qu'on construit ses stratégies et ses tactiques. Alors, pour vous, le processus qui est lancé, rien ne peut l'interrompre, rien ne peut le perturber. Le processus sera mené maintenant. S'il y a des agents perturbateurs, ils feront face aux rigueurs de la loi. Sans autre forme de procès. Tout à fait. Alors, parlons donc des déclarations de candidature, là. À la première analyse, il y a une dizaine de candidatures, vous en savez certainement plus que moi là-dessus. Quelle lecture faites-vous de tout ce mouvement-là? On en est à 10. Oui. Lorsqu'on recevait, il y en aurait évidemment plus. Lorsqu'on recevait des acteurs sur nos plateaux, on peut, au total, si mes comptes sont bons, évaluer à une quarantaine, 37 environ quarantaine. Pour vous, qu'est-ce qui peut susciter cet engouement? Oui, mais c'est que au sein de notre communauté politique, au sein de notre République, il y a beaucoup de citoyens qui ont une fascination pour l'institution présidentielle. D'accord. Je ne dirais pas que ce sont des assoiffés de pouvoir, mais ils sont fascinés par cette institution. Et souvent, je dis que s'il était possible pour l'ensemble des Camerounais de se présenter à l'élection présidentielle, ils le feraient. Mais est-ce qu'en même temps, les 43 ans d'exercice du pouvoir ne sont pas également l'une des raisons qui poussent tout ce monde à se dire, même si tout est bien, même si tout est parfait, il est quand même bien qu'on essaie de voir autre chose dans la gouvernance du pays. Ça, c'est le produit du rapport de force électorale. Il y a beaucoup de pays dans lesquels l'alternance a été obtenue 50 ans, 80 ans, 90 ans après la mise en place des institutions de démocratie pluraliste. Le jeu pluraliste ne produit pas nécessairement un équilibre qui conduit à des alternances. Ça dépend des situations, ça dépend des forces en présence, ça dépend de leur combinaison. Quand on regarde ces déclarations, ou ces intentions à l'époque, désormais des déclarations de candidature, on y voit tous les profils. Du Camerounais le plus ordinaire à celui, bref, au-delà de l'ordinaire. Est-ce que pour vous, ça ne donne pas l'impression d'une société, je veux dire, qui a véritablement soif d'autre chose?
Non, je pense que soif d'autre chose peut-être, mais il ne suffit pas d'avoir soif d'autre chose. C'est le souverain électeur qui définit la configuration qu'il y aura. S'il y aura, si le président sortant se représente, comme c'est le cas, s'il y aura reconduction, s'il y aura alternance. Pour vous, avez-vous le sentiment que la loi est trop permissive? Oui, oui. Parce que justement, l'un des paradoxes de la démocratie pluraliste pour ce type de compétition, c'est qu'elle a plus de valeur quand les mécanismes sont très restrictifs. C'est-à-dire que c'est quand il y a des conditions, peut-être pas monopolistiques, mais oligopolistiques, c'est-à-dire un nombre limité d'acteurs, que le jeu peut devenir intéressant. Mais s'il y a trop d'acteurs, évidemment, on voit qu'il y a beaucoup de candidatures symboliques, pour ne pas dire certaines qui sont même carrément fantaisistes. C'est un élément de fragilisation de la démocratie? Oui, ça peut l'être, ça peut l'être. Mais maintenant aussi, ne nous y trompons pas. L'électeur sait aussi filtrer. La société elle-même s'est filtrée parmi les différentes candidatures. Alors, parmi ces candidatures, il y a évidemment celle du professeur Maurice Kamto, oui, dont le dépôt de la déclaration est imminente. Oui. On a pu voir que, d'abord avant ça, il y a eu tout un débat sur les voies et moyens Oui. De cette candidature, les procédures, le schéma à suivre. Et hier, on découvre que finalement, ce sera le Manidem qui portera la candidature du président du MRC. Oui, ceux qui avaient un certain œil le savaient peut-être pas de manière stricte, mais savaient que c'était une possibilité. Moi-même, sur ma page, j'avais parlé de ça de manière un peu humoristique. Vous saviez que ce sera le Manidem? Oui, je savais que ça pouvait être le Manidem, parce que je sais lire l'actualité politique camerounaise. D'accord. Oui, je sais lire à partir du moment où l'initiative lancée par M. Abel Elimbi Lobé s'est mise en place, qu'il y ait entraîné M. Sambaka et M. Anissé Kane, et puis voir comment cette initiative a évolué sur la question de savoir si on pouvait y inclure une figure comme Maurice Kamto. Moi, j'ai compris de quoi il s'agissait. Je l'ai compris. Maintenant, le choix, il est libre de faire les choix qu'il veut, même si ça pose aussi des problèmes de consistance et de crédibilité. C'est la même opposition qui a dénoncé ce qu'elle considère à tort ou à raison comme un jeu politique essentiellement marqué par l'opportunisme, le clientélisme dont elle accuse le pouvoir. Mais là, c'est un attelage, c'est le mariage parfait de la carpe et du lapin. Le Manidem, c'est une formation politique d'orientation souverainiste et néo-marxiste, anti-impérialiste. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec un parti qui s'affiche comme un parti de centre-gauche, mais dont le comportement réel est un parti d'extrême droite, si ce n'est des relations purement transactionnelles? C'est ce que vous y voyez? C'est ce que j'y vois. Pourtant, Anissé Kane, il y a quelques mois, moi j'ai entendu Anissé Kane parler du professeur Maurice Kamto. C'était pas en des termes très amicaux. Non, mais en même temps, quand on connaît le rôle que le Manidem a joué au début des années 90, notamment lors de l'élection de 92, qui était au cœur de la dynamique oui, mais les choses étaient différentes. Est-ce que ce n'est pas une lecture facile que de dire que c'est une action mercantile? Ce n'est pas une lecture facile. L'un des problèmes que nous avons dans notre système, c'est ce problème d'ancrage idéologique et programmatique et d'orientation de proposition. Tant que la politique se fait au gré d'équations clientélistes, affairistes, pouvoiristes, ça va être très difficile pour ceux qui veulent l'alternance. Pour vous, il n'y a aucune autre raison, même pas... Non, je crois que c'est essentiellement la transaction. Il n'y a aucune cohérence possible entre un parti anti-impérialiste, néo-marxiste, dont la ligne est assez sympathique avec les orientations, par exemple, d'un régime comme les régimes de l'AES, et puis une formation politique qui, en réalité, est une formation qui se dit de centre-gauche, mais en fait qui est sur le plan économique, par exemple, très néolibéral, et puis sur le plan concret, est une formation réactionnaire. Mais justement, la décharge d'Anissé Kane, il le disait ce matin, chez nos confrères de Radio Balafon, et puis on a discuté longtemps avec lui également, il disait qu'au regard de l'état du pays, au regard de la forte probabilité
à cause de la mobilisation des instruments électoraux d'une victoire du président, eux, ils ont choisi de taire leur orientation idéologique, ils ont choisi de taire leurs ambitions de conquérir le pouvoir. Autrement dit, de construire une alliance clientéliste de construire une alliance pour faire d'abord partir le régime en place. D'abord partir et après. Mais c'est donc ce type d'aventure qui montre encore les problèmes de maturation que nous avons. Le problème n'est pas, si on se situe dans cette perspective, de faire d'abord partir le président Paul Biya, c'est d'avoir un cadrage convergent et cohérent. Sinon, c'est une alliance essentiellement clientéliste et pouvoiriste. C'est-à-dire que, si vous permettez que je le dise de manière prosaïque, on veut être à la place des autres pour avoir les privilèges et les avantages du pouvoir, tout simplement. Alors, cela dit, au départ, le MRC disait, nous sommes en capacité, selon la loi, légalement, légitimement, de porter une candidature à cette élection malgré le boycott des élections locales de 2020. Vous faites partie de ceux qui longtemps ont dit non, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a eu tout un débat médiatique aussi sur ces questions-là, caricaturellement appelé le mandat impératif. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que la voie qui est prise désormais n'aura aucun obstacle, aucune obstruction pour que cette candidature soit admise par l'organe qui organise les élections? Bon, si je me redis. S'il faut revenir sur ce débat, c'est justement le type de débat qui montre qu'on a affaire à des acteurs politiques qui ne sont pas sérieux du tout. Cette histoire de mandat impératif nul, mise en relation avec les conditions d'éligibilité des déclarations de candidature qui sont prévues dans le code électoral, c'est de la pure imposture. C'est de la pure imposture. Malheureusement, ceux qui soutenaient cela ont fait croire à de nombreux Camerounais qu'ils étaient dans le vrai, et surtout ils ont ridiculisé ceux qui disaient que ça n'était pas possible. On nous a traités de juristes de quartier, mais de toute façon, je le maintiens, le droit du quartier est supérieur au femmelage juridique, parce que c'était de la pure sorcellerie qu'ils faisaient. Justement, quand on est consistant, le professeur Kamto aurait donc dû maintenir sa position, de dire, moi je dis, sur la base du principe de nullité du mandat impératif, que je peux me présenter en tant que candidat investi par le MRC. S'il le pensait donc sincèrement, il serait allé jusqu'au bout. Mais on savait bien que c'était aussi une forme d'imposture et de fumisterie, si vous permettez l'expression, et qu'à un moment donné, il s'est rangé à ce que j'ai appelé depuis le départ la solution du parti Yango. Alors cette phase quand même cette question a quand même occupé, j'ai failli dire aussi, une forme de débat à distance, même si les uns et les autres disaient qu'ils ne veulent pas se croiser sur un plateau. Oui, débat à distance, entre le professeur justement, Tim Chouin et vous notamment. Nos interlocuteurs ne sont ni moralement, ni intellectuellement honnêtes, ni sérieux. Ce sont eux qui parlent de démocratie, qui parlent de liberté, qui parlent d'échange. La démocratie, la liberté se construisent aussi par la discussion critique. Et l'échange public d'arguments contraires. Et si on soutient une position, il faut avoir le courage de la défendre face à des gens qui soutiennent des positions différentes. C'est ça la démocratie pluraliste, la démocratie bourgeoise, comme l'appelaient les marxistes. Alors vous portez le triomphe, vous dites que l'actualité vous donne raison. Non seulement l'actualité me donne raison, mais j'avais raison depuis le départ. Monsieur Dipita Tongo, si le pape, le très Saint-Père Léon XIV, qui est au Vatican, vient devant le dernier fidèle et lui dit, cher fidèle, Satan est bon. Mais vous pensez que parce que c'est le très Saint-Père, le fidèle doit accepter ça? Ce n'est pas acceptable. Donc, ça montre un manque de sérieux, surtout quand on dit faire la politique autrement. Alors,
je prends le document en direct pour m'en inspirer, poser la question qui suit. Oui. Il s'agit d'un courrier du ministre de l'administration territoriale adressé au secrétaire général du comité central du RDPC qui, en résumé, prend acte du dépôt de candidature pour l'exercice, prend acte de la candidature de son Excellence M. Paul Biya comme candidat du Rassemblement démocratique du 12 octobre à l'élection présidentielle. D'abord, c'est une procédure légale. Le ministre de l'AT devrait-il prendre acte? Est-il un acteur direct? De toute façon, l'administration territoriale reste un acteur du processus électoral, mais ce n'est évidemment pas l'acteur le plus central. C'est un acteur important parce qu'il y a évidemment toute une dynamique d'ordre public à préserver lors du processus électoral, dont nécessairement le ministère de l'administration territoriale est concerné par tout ce qui se fait. Et à ce titre, le candidat du RDPC est un candidat comme un autre candidat. Bon, j'avoue que c'est la première fois que je vois ce document. Oui. Je ne sais pas s'il est lors des élections. Est authentique. Non, la source. C'est sûr. Oui, la source. Voilà. Pour la source. Mais le fond, c'est que le ministre de l'administration territoriale doit se préoccuper de tous les acteurs qui entrent dans le processus électoral, puisque lui, il a la charge d'assurer l'ordre public tout au long de ce processus. Aussi loin que remonte mes souvenirs, je n'ai pas le sentiment que ça aurait été le cas. Et d'ailleurs, pour les précédents, il y a eu Bertin Kissop qui a été le premier à déposer sa candidature dès samedi dernier, mais je n'ai pas souvenir qu'il ait reçu un document comme celui-là. À ce jour, il a dit... Non, il a estimé peut-être qu'il a eu l'idée après. Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que ça ne présage pas non plus? Est-ce que cette prise... C'est pour ça que je demandais si c'est une procédure légale. Oui. Est-ce que... Ce n'est pas illégal. Est-ce que ce constat, oui, cette prise d'acte, oui, ne présage pas des complications pour les candidatures pour lesquelles il n'y aurait pas de prise d'acte? Attendons de voir, ne présumons pas. D'accord. Bon, les candidatures, bon, c'est bien. Hein, je voyais les partisans et sympathisants du MRC jubiler beaucoup. Non, attendons le processus. En d'autres termes, le match n'est pas encore fini. En d'autres termes, est-ce que si le ministre de l'AT ne prend pas acte du dépôt de candidature d'un déclaré, si je peux le dire ainsi, oui, cela sous-entend-il que cette candidature n'est pas acceptable? Laquelle? Quelle candidature? Pour laquelle il n'aurait pas pris... La candidature du président Paul Biya ne souffre de rien du tout au plan légal. Et je l'ai dit depuis le départ, depuis que certains lobbies tentaient de faire pression sur sa personne pour qu'il ne soit pas candidat. Il n'y a aucune règle en droit camerounais, en droit public camerounais, en droit constitutionnel camerounais qui empêche le président Paul Biya d'être candidat. Le reste est une affaire de convenance personnelle. C'est lui qui décide s'il veut être candidat ou pas. Maintenant, des citoyens peuvent ne pas apprécier sa politique. Ils sont libres de soutenir d'autres candidats. Alors, si le ministre de l'administration territoriale ne prend pas acte, je prends un exemple de la candidature, par exemple, de Maître Akeremouna. Oui. Cette candidature, cette déclaration de candidature non, ça ne pose strictement aucun problème. C'est pas un acte strictement légal ou réglementaire. Même s'il ne le fait pas, ça ne change rien. De toute façon, le caractère valide des candidatures n'est pas apprécié par le ministre de l'administration territoriale, mais par l'organe qui est compétent en la matière. Il y a deux organes. Il y a d'abord Elections Cameroun, puis éventuellement, en cas de contentieux, en cas de réclamation, de contestation, il y a le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas également donc l'expression d'un parti pris? Pourquoi lui pas les autres? Le ministre de l'administration territoriale n'est pas arbitre du match. Pourquoi lui? Si c'était par exemple Elections Cameroun qui le faisait, ça poserait vraiment... Il n'est peut-être pas arbitre, mais il est un acteur. Il est acteur du processus. D'accord. Mais il n'est pas arbitre du match. Est-ce qu'en tant qu'acteur de premier rang, ça ne donne pas l'impression d'un parti pris? Vous pouvez toujours le considérer comme ça, mais pour moi, ça n'a pas un impact significatif sur la manière dont les choses sont faites. Au-delà donc du MINAT,
tous les acteurs engagés dans cette organisation, notamment étatique, oui. Avez-vous l'impression qu'ils jouent franc jeu? Vous savez, c'est toujours une critique qui va revenir, c'est-à-dire cette suspicion qui n'est même pas nécessairement fondée. C'est qui n'est pas fondée. De toute façon, ceux qui ont choisi d'être candidats ont choisi d'être candidats dans un système institutionnel qui a ses règles. Si ces acteurs sont dans le schéma institutionnel et normatif, il faut faire avec eux. D'accord. Cela dit, la candidature donc, du professeur Maurice Kamto, portée par le Manidem, pour vous, est-ce un calcul stratégique ou alors une tentative de contournement de tous les blocages qui semblaient... Moi, je pense que c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord éventuellement, bon, contournement même pourquoi? Puisqu'en réalité, la loi permet à un parti politique d'investir un candidat qui n'est pas nécessairement issu de ce parti. Ça, la loi le permet. Le souci, en fait, est un souci de crédibilité et de sérieux politique. Nous avons là un chef politique qui a délibérément refusé d'engager ses troupes dans des compétitions électorales importantes comme les élections législatives, les élections municipales, et qui est obligé, permettez-moi l'expression, de bâcher dans un yango pour être candidat. C'est simplement de ça qu'il s'agit au départ. Ensuite, on connaît aussi les faits d'armes du Manidem. Le Manidem est une partie qui a une orientation radicale, donc ça peut laisser entendre qu'il y a un autre agenda dans l'affaire. En même temps, c'était également pour ne pas laisser se dérouler un agenda qui semblait lui être tracé. Non, quand on regarde. Non, monsieur Dipita. Personne n'a obligé le MRC et son président à ne pas se présenter à des élections qui sont importantes dans la structuration du cycle politique. Personne n'a interdit au MRC en 2020 de faire acte de candidature. Cette formation et son chef ont choisi de ne pas présenter des candidats et pire, ont dénigré les partis politiques qui s'y sont présentés pour maintenant venir se raccrocher aux partis qui, eux, sont allés à la compétition. Il y a un problème clair de crédibilité politique. Alors, cette alliance redessine-t-elle le paysage politique camerounais? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle aura cette force, mais attendons de voir, peut-être que je me trompe. D'accord. C'est cousu de fil blanc. On sent qu'il y a trop de transactions là-dedans, trop de petits calculs. Ça ne repose pas sur des choses fondamentales et bien structurées. Un autre élément qui revient, c'est l'obligation, la nécessité de la démission du professeur Maurice Kamto de son parti, le MRC. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Et pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas m'exprimer là-dessus. Je me contente de rire. D'accord. Peut-être pas sur la question singulièrement. Mais que dit la loi? Je veux dire, un militant... Même sous cette forme, je n'y répondrai pas. Je me contenterai encore une fois de rire, monsieur Dipita. C'est le prochain piège. Je n'en sais rien. Wait and see. Vous avez la crainte de ce que votre réponse pourrait donner des indications sur la suite? Vous êtes dans le secret? Bon, en juriste de quartier, permettez-moi d'être prudent. De ne pas parler? De ne pas parler. Ah, je vous aurais demandé pourquoi avez-vous accepté notre invitation si ce n'était que la seule question que j'avais à vous poser. Oui, mais si vous m'aviez dit ça, je vous aurais dit que je n'y répondrais pas. Je dis seulement wait and see. Alors, définitivement, cette candidature posée sous cette forme, vous l'avez dit, clôt le débat sur le mandat impératif. Mais avec un peu de recul, vous direz que ceux qui ont choisi de partir de leur identités politiques précédentes pour venir au MRC, notamment les élus, vous direz que ce sont les grands perdants aujourd'hui? Je ne sais pas si ce sont les grands perdants, mais ça montre qu'ils sont des instruments de calcul qui les dépassent. C'est la marque, je l'ai dit d'ailleurs dans le débat avec les collègues qui n'ont pas eu le courage d'assumer leur position dans un débat public. Je les ai vus
me dénigrer de loin, mais Mathias Sériko Onangini, il est très facile à dénigrer de loin, mais il faut venir, il faut être là. Vous regrettez qu'il ne vienne pas? Il fallait qu'il vienne. Mais comment vous le vivez de façon... toute cette tiraille autour de vous, dans vos arguments? Non, je vous ai dit que c'était de la pure imposture. C'était de la pure imposture. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas tenir la position. Et je l'ai dit encore il y a 3 jours, que je défie, en quelque sorte, je le dis d'une autre manière, que je défie le professeur Maurice Kamto de se présenter comme candidat du MRC. D'accord. Vous avez vu qu'il n'a pas eu le courage, alors qu'il prétendait le contraire. Et ça, c'est un manque de sérieux. Fondamentalement, c'était plus facile de rester tranquille, de préparer son dispositif tactique et stratégique, et puis de venir avec le manidem au lieu de faire des choses qui ne sont pas sérieuses du tout, même si pour les fanatiques de son parti, ils appellent ça la stratégie. Alors, tactiquement, le choix de passer par le manidem, pour vous, est-ce une voie sans heurts, sans obstacle? Cette candidature... Qui vivra verra. Mais vous connaissez la loi. Je dis donc qui vivra verra, parce que je vois des gens très enthousiastes qui pensent que ça peut encore nous réserver des surprises. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça peut encore réserver des surprises. Il y a encore des obstacles? Oui, il y a encore des obstacles. Légaux? Il y a encore des obstacles. Quels sont-ils? J'ai dit que je ne vous le dirai pas. Parce que j'ai choisi en tant que juriste de ce n'est pas la même question, ne plus parler. C'est la même question, monsieur Dipita. Vous voulez... Je pratique les médias depuis une 50aine d'années. Ma première interview, c'était en 79. J'avais 10 ans. Vous voulez que les acteurs de la campagne de Maurice Kamto vous prennent comme consultant pour leur montrer les pièges à esquiver? Dans ce cas-là, je n'accepterai même pas d'être consultant. Ah, vous voulez qu'ils se cassent la gueule? S'ils peuvent se casser la gueule, ça ne me dérangerait pas. S'ils passent, tant mieux pour eux. Oh là là. Bon, cela dit, pour vous, cette démarche traduit-elle une faiblesse du système électoral dans son ensemble? Je veux dire que cette façon, selon vous, de contourner une première procédure, de se retrouver dans une deuxième... Il n'y a aucune faiblesse du système. Au contraire, c'est un système qui a été rationalisé en 2012 pour essayer justement de renforcer sa crédibilité. L'exigence de représentativité qu'il y a dans les articles 120 et suivants, c'était justement pour faire que puissent être candidats des personnalités représentatives pour que n'importe qui ne se présente pas à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. Certes, nous sommes tous citoyens, mais il y a un ensemble d'exigences qu'il faut quand même pouvoir rassembler pour avoir des candidats sérieux qui peuvent prétendre assumer ces hautes charges. Le code électoral en lui-même ne pose pas problème sur ce plan. Le problème, c'est le comportement du chef politique du MRC qui a sacrifié son appareil par égocentrisme. Peut-on dire que c'est une adaptation réaliste donc? Oui, vous le dites gentiment. Vous le direz comment? Ce que vous appelez adaptation réaliste. Vous le direz comment? Moi, je le dirais d'une autre manière. Ce serait laquelle? Je dirais que la queue entre les jambes, après avoir fait des rodomontades sur la nullité du mandat impératif, on revient à la solution que nous avions donnée dès le départ. C'est pas trop fort? Ce n'est pas fort du tout, c'est la vérité. Alors, est-ce que cette problématique juridique autour vraiment de ces élections ne sont pas autant d'éléments qui découragent les électeurs à se mobiliser? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas le droit en lui-même qui est en cause dans cette affaire. Je vous ai dit que depuis le départ, c'est de la pure imposture. Ou des gens mobilisant de manière particulièrement abusive leur identité d'universitaire ont conduit des intérêts strictement politiques. Ils peuvent le faire, mais au moins qu'ils soient capables de mettre en cohérence ces intérêts politiques
avec le contenu du droit. Or, là, ce n'était même pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est de la pure imposture. C'est pour ça que j'ai parlé de femmelage juridique ou d'ivou juridique, de sorcellerie juridique. Alors, l'autre question qui peut... Donc, c'est de l'instrumentalisation au sens polémique du terme, du droit. Mais pour des finalités qui finalement ne relèvent même pas de l'ordre de l'efficacité, puisqu'ils ont dû battre en retraite. L'autre question qui peut inspirer cette analyse, c'est de se demander qu'est-ce qui peut justifier autant de mobilisation d'arguments. Aujourd'hui, on l'a dit, il y a une dizaine de candidats déjà déclarés qui ont déposé tout au moins leur déclaration de candidature. Qu'est-ce qui peut expliquer, justifier toute cette mobilisation d'arguments contre un seul candidat dans la dizaine, dans la trentaine d'hommes politiques? Non. Il ne faut pas créer un faux héroïsme. Parce que ça fait partie justement de leur démarche politique. Ils sont dans le messianisme, à commencer par le professeur Maurice Kamto lui-même, qui se prend... Mais vous comptez un peu le nombre d'épithètes que vous... vous dites... Je suis libre de dire ma pensée, non, monsieur Dipita Tongo. Vous voulez m'empêcher de dire ce que je pense? Vous êtes là pour parler. Je le dis, mais ce que je dis est vrai. Et je ne le dis pas comme ça, c'est quelqu'un que j'observe. Donc vous disiez que ce n'est pas... Je dis, c'est lui-même qui a créé ce problème. Le MRC serait parti aux législatives, aux municipales. Personne ne doute que cette formation politique aurait eu des représentants. Alors, et il n'y aurait eu aucun problème. Pourquoi ce problème ne s'est pas posé en 2018 ? Parce que le MRC avait des représentants, ils avaient des conseillers municipaux et ils avaient un député, Soplaza à paix à son âme. C'est pour ça que ce problème ne s'est pas posé. C'est le président du MRC qui a créé ce problème. Et on ne peut pas accuser les autres de dire qu'on s'acharne contre un candidat. Alors il a créé ce problème et tout le monde, les médias, les intellectuels, tout le monde... C'est lui qui crée le problème. Ensuite, pour se sortir du problème, il se lance dans des campagnes d'intoxication, de désinformation, de manipulation. Ses sympathisants et partisans disent que c'est lui qui indique la météo du politique du pays. Vous alliez là-dessus. Ils peuvent fantasmer. La vraie météo du pays sur le plan politique est indiquée par les résultats de représentation aux différentes épreuves électorales. C'est pour ça que c'est du pur délire d'entendre des gens dire qu'un parti politique dans un système compétitif est le plus grand parti d'opposition alors qu'il n'a aucun représentant. Mais s'il était dans le plus grand parti et sûr de son affaire, il serait allé aux élections. Et on l'aurait vu devant tous les partis, quitte à ce qu'il soit même le parti majoritaire. C'est une forme de bluff. Alors, bon, cette question elle me brûle. Vous dites que vous ne voulez vraiment pas parler de cette forme de candidature. Je dirais simplement, de manière imagée, que le syndrome Toko Ekambi les guette. C'est quoi le syndrome Toko Ekambi? Le syndrome Toko Ekambi, c'est un but dans les arrêts de jeu. Ok. Au Cameroun, Algérie. Bien sûr, Blida. Bon, j'essaye d'intégrer un peu pour décrypter votre image. Un but dans les arrêts de jeu. Là, le délai de déclaration, c'est le 21. Oui. Ensuite, on va au 11 août pour la publication des résultats. Oui. Pour vous, quelle étape correspond aux arrêts de jeu? Nous allons voir. Le 11 août. Nous verrons. Il y aura le... Vous voyez, vous prévoyez un contentieux préélectoral là? Oui, mais le contentieux a été prévu à toutes les étapes du processus. Donc il y aura des candidatures qu'on va... Il est évident qu'il y aura des candidatures qu'on va rejeter. Les dossiers, il y a des candidatures qui semblent apparemment véritablement fantaisistes. Je ne dis pas que celle du professeur Kamtolé, puisque de toute façon, elle n'est même pas encore disponible, même si elle est annoncée pour demain. Alors, certaines candidatures vont être rejetées. Probablement. Celle de Maurice Kamto. Surtout s'il y en a trop. Celle de Maurice Kamto sera-t-elle retenue? Je ne suis pas Elécam. Alors, pour continuer, il y a quand même eu cette prorogation
des élections locales par le président de la République en 2026. C'est prévu par le code électoral. C'est clair. Oui. Et l'autre est prévu par la Constitution. Aussi clair. Après l'article 15 alinéa 3, il y a l'article 15 alinéa 4. Donc vous dites que c'est se jouer des règles du jeu pour mieux assommer son adversaire. Vous savez, justement, moi j'ai travaillé sur la question des liens entre droit et politique. Oui, il y a toujours une forme d'usage du droit. Mais l'usage du droit n'est pas nécessairement un usage abusif. L'usage abusif, c'est quand la finalité politique ne répond manifestement pas au contenu du droit. Ça veut dire que vous prenez l'article 15 alinéa 3 de la Constitution, vous venez le connecter avec l'article 121, alors ça n'a rien à voir. C'est ça l'usage abusif du droit. Par contre, l'usage du droit peut être fait. Le fait, par exemple, d'aller choisir la solution du parti Yango, c'est un usage du droit. Et c'est un usage qui est en lien avec le contenu de ce droit. Ça veut dire que les dispositions du code électoral permettent effectivement qu'un candidat soit investi par un parti politique dont il n'est pas membre. Le président de la République a-t-il fait usage du droit dans ce contexte? Il a fait un usage du droit, mais un usage en toute conformité. D'abord par rapport au statut de son parti, qui disent bien, on l'a dit tout à l'heure, article 27 alinéa 3, le président national du RDPC est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. C'est dans les dispositions statutaires. N'a-t-il pas pris davantage du fait de sa position dominante? Chef de l'État, candidat, face à ses adversaires, il regarde ce que le droit pourrait lui permettre de faire, et de par sa position, il ajuste, il prend des décisions pour mettre mal à l'aise ses adversaires politiques. Vous pouvez interpréter ça comme ça, mais dans un sens qui m'apparaît polémique. De toute façon, monsieur Nipita Tongo, ce que le sulfureux juriste Carl Schmitt disait, ce n'est pas parce qu'il était sulfureux que ce qu'il disait n'était pas vrai. Il y a la prime politique de l'occupation du pouvoir. Donc l'occupant du pouvoir a une prime politique associée au fait qu'il est au pouvoir. Donc, le président, mais ça ne suffit pas. Le président profite de son poste pour envoyer des coups en dessous de la ceinture. Je dis dans tous les systèmes politiques, il y a une prime politique d'occupation du pouvoir, mais maintenant ça ne suffit pas. Si vous vous contentez de ça et vous ne faites pas le travail politique qui est nécessaire, vous vous prêtez à des déconvenues. Est-ce que ce n'est pas non plus un coup en dessous de la ceinture? Non, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas un anti-jeu? Quel est l'anti-jeu dans quoi? Est-ce que ce n'est pas un anti-jeu politique? Dans quoi? L'anti-jeu, c'est quoi? Est-ce que ça ne résume pas? Monsieur Dipita, l'anti-jeu, là, c'est quoi? Justement, mais profiter de sa position. Non, prendre des décrets. Je dis la prendre des décrets qui mettraient mal à l'aise ses adversaires. Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Tout comme. Est-ce que ce n'est pas dans les textes? Est-ce que ces textes ont été utilisés à mauvais escient? Tout comme le fait que beaucoup d'acteurs politiques ne réussissent pas à organiser des réunions, des manifestations, comment je vais dire ça, activités politiques, du fait que c'est peut-être... Monsieur Dipita, certes, il y a des choses à améliorer sur ce terrain, mais pourriez-vous dire que les formations d'opposition n'ont pas souvent obtenu la possibilité d'organiser des activités en termes de réunions et de manifestations, au sens absolu du terme? Alors, de ce point de vue, est-ce que les candidats, face à l'administration dans sa globalité, face au candidat président, doivent être sereins, dormir sur leurs deux oreillers et se dire que le mécanisme électoral tel qu'il est conçu, tel qu'il est, va permettre que l'expression des près de 10 millions de Camerounais qui se sont inscrits sera celle qui sera dite par le président du Conseil constitutionnel au soir de la publication des résultats. J'ose croire pour eux. Sinon, ce serait irrationnel qu'ils prennent part au jeu électoral. On peut aussi aller au jeu électoral en se disant que... Qu'on va forcer et créer le désordre, c'est ça? Non, pas forcément. Que la mobilisation des Camerounais permettra d'affaiblir... Bon, mais qu'ils comptent donc, qu'ils essaient donc d'obtenir la mobilisation des Camerounais en leur faveur. Alors, maintenant, quand on regarde les acteurs,
de l'ECAM jusqu'au Conseil constitutionnel, jusqu'à, comment on appelle ça, au contentieux post-électoral. L'un des reproches qu'on fait au système, c'est d'avoir mis ces anciens militants, je suis un peu gentil, parce qu'en réalité, ceux de l'opposition estiment qu'ils sont toujours militants, dans les organes décisifs du processus électoral. C'est quoi être militant? Appartenir à un parti politique, avoir sa carte, contribuer à... Mais une fois qu'ils sont dans ces institutions, est-il établi qu'ils continuent à contribuer, à avoir la carte, à faire de la politique active? Prenons même le cas où ils aient véritablement... Ce sont des conditions formelles. D'accord. Ce sont des conditions formelles. Et puis en plus, certainement que d'un point de vue sociologique, il y a beaucoup de personnalités qui sont ici, soit du RDPC, soit de l'administration, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des gens qui appartiennent à des milieux d'opposition, peut-être moins nombreux, mais ils y sont aussi. Ce sont les règles qui sont posées. Alors, ces règles-là sont les règles du jeu. Anciens militants devenus membres de ces instances-là, est-ce qu'on peut totalement, et puis regarder les antécédents, hein, je veux dire. Lesquels? 92, l'opposition qui allait au contentieux, ça n'a pas abouti. 97, 2004, 2011, et certainement l'un des plus parlants, 2018, avec le célèbre irrecevable. Est-ce qu'on peut se dire que, même si les résultats des urnes, exprimés par la majorité des électeurs, donnent un candidat de l'opposition gagnant, les acteurs qui devront, nous sommes dans l'hypothèse, qui devraient donc rendre public ce résultat-là, joueraient le franc jeu? Ils sont là pour appliquer les règles telles qu'elles sont énoncées, vous le dites de manière conforme. Maintenant, si les acteurs, ceux qui ne prennent pas la compétition, considèrent que ce n'est pas le cas, moi je repose la question, qu'est-ce qu'ils sont donc allés faire aux élections? À l'élection en question. Ils auraient dû croiser les bras en se disant ce régime est trop fort. Mais s'ils estiment qu'ils contrôlent toutes les manettes. Tout le discours que vous relayez, c'est un discours de défaitisme. C'est-à-dire qui annonce déjà la défaite de l'opposition. Quelles seraient selon vous les conditions d'une transition éventuellement politique réussie? D'abord, un système politique normal ne parle pas de transition. La transition, c'est la politique de l'exception. Dès qu'on parle de transition, ça veut dire qu'on sort d'un système institutionnel. Et on y sort généralement par un mécanisme critique. Ok. Et très souvent violent. Est-il possible d'envisager une alternance en ce moment? Mais, monsieur Dipita, je vous répète, si des gens considèrent qu'il n'est pas possible d'envisager une alternance, pourquoi sont-ils candidats? Ils sont candidats parce qu'ils espèrent quand même qu'il peut quand même avoir alternance, même s'ils estiment qu'il y a des difficultés. Y a-t-il risque de trop... D'ailleurs, c'est ce qu'ils proclament partout. Hein. Ils disent, vous allez voir le 12 octobre. Rendez-vous donc le 12 octobre. Y a-t-il risque de trouble en cas de... Au soir du scrutin, quelle que soit la façon dont... Oui, mais avec la politique de suspicion que vous évoquez, il y a des risques de désordre. Mais ceux qui feront le désordre feront face aux rigueurs de la loi. Quelle stratégie pour vous, hein? C'est vrai que vous ne voulez pas offrir vos services à l'opposition. Quelle stratégie réaliste l'opposition peut-elle avoir aujourd'hui si elle veut véritablement remporter cette élection, stratégiquement? Je crois qu'ils ont suffisamment de cerveau pour leur dire comment ils doivent le faire. Vous ne voulez pas leur prêter votre expertise? Je ne leur prêterai plus mon expertise. Ah, vous le faisiez avant? Je pouvais le faire, mais pas dans le cadre d'une inscription partisane. Même là, maintenant, je ne la leur prêterai plus. Parce qu'il y a un problème de respect. Maintenant, mon expertise est bloquée. Je ne la prête plus. Qu'est-ce qui bloque votre expertise? Mais le choix de la bloquer. Vous vous situez véritablement dans le débat intellectuel ou, comme certains le pensent, vous êtes véritablement revanchard vis-à-vis de l'individu Maurice Kamto? Qu'est-ce que vous appelez... Est-ce que le débat intellectuel est détaché de la réalité?
Je ne sais pas. Il est dans la réalité. Il est revanchard. Bon, si je suis revanchard, je serai revanchard parce qu'il m'a fait quoi? Donc, en fait, si je suis donc revanchard, c'est qu'il m'aurait fait quelque chose. Je veux situer si vos arguments sont rationnels. Bien sûr qu'ils sont rationnels. Si vous puisez dans la science... Est-ce que le fait de puiser dans la science empêche de dire ce qu'on ressent? Ça, c'est des épistémologies qui, pour moi, sont discutables. Pour moi, le neutralisme absolu n'existe pas. N'empêche que dans l'opinion, le rôle de nos intellectuels... Les intellectuels peuvent avoir tous les positionnements qu'ils veulent. Ils peuvent même avoir un positionnement d'engagement. Ce n'est pas interdit. Dans un sens comme dans un autre. Ils sont libres. Ben justement, je veux dire, voir ces débats. Oui. Des intellectuels de haut volt. Oui. Comme vous. C'est vous qui le dites. Non, je veux dire vous dans l'ensemble. C'est vous qui dites. Oui, si vous parlez. Beaucoup sont passés par le CAMEX, beaucoup sont agrégés, ont eu tous leurs diplômes en Europe. D'abord, l'intellectuel n'est pas que l'intellectuel universitaire. On peut être je pense que j'ai circonscrit aux universitaires. Hein. Oui, mais les universitaires même ont le choix d'avoir des positionnements différents. Non, je parle juste vraiment... Suivant leur sensibilité, leurs orientations, ils peuvent se positionner de manière différente. Alors, justement, mais tous ces débats contradictoires dans l'espace public... Oui. D'abord que, de mon point de vue, même les universitaires ne débattent pas beaucoup. Hein. Ah bon? Ils sont surtout le débat public. Ils sont dans la tour d'ivoire de l'université, mais même à l'université, même ils ne débattent pas. Il y a même un recul par rapport au Cameroun des années 80, où il y avait quand même des grands débats d'idées qui n'existent pas. Que ce soit des débats qui concernent la société en général ou des questions qui sont beaucoup plus universitaires, académiques. Parce que je voulais demander, est-ce que ce débat donc qui paraît comme fébrile... Lequel? Le débat public, du moins ceux qui se mettent sur la place publique, oui. Vous, les professeurs Tim Chouin, les professeurs Bocanier... Je vous ai dit qu'ils refusent le débat. Ils refusent. L'intellectuel qui est sérieux, quand il diverge avec son collègue, il a une procédure loyale qui lui dit « je ne suis pas d'accord ». Et il sollicite un débat. Et quoi que l'on pense, la meilleure forme de débat, c'est le débat public direct. C'est l'échange direct. Parce que dans l'échange direct, on n'a pas trop de temps pour aller dans ces documents. Et donc là, c'est la consistance déjà établie qui fait la différence. Et voilà pourquoi beaucoup redoutent le débat direct. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller regarder les documents. Non. Est-ce que cette proximité qui rime même sur la confusion entre intellectuels universitaires et acteurs politiques, oui, n'est justement pas pour aussi... non, encore que même dans ce registre-là, pour moi, l'université et les universitaires ne pèsent même pas de manière décisive. Sinon, ça se verrait dans le débat en termes d'opposition argumentée entre des orientations, des programmes, des mesures, des conceptions du monde. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Ce dont on parle, c'est des équations clientélistes, des équations pouvoiristes, des équations affairistes même. Mais on ne parle pas d'opposition de vision, on ne parle même pas de recherche malgré les différences qu'on peut avoir d'un consensus sur un certain nombre de choses. Ah, en fait, vous faites le constat de ce que nos intellectuels ne contribuent pas au développement. Ce n'est même pas seulement les intellectuels au sens strict. Ce sont même surtout les appareils politiques. Donc, ils sont nombreux. Je veux dire qu'à travers le monde, on se vend de ce que la matière grise camerounaise, elle s'épanouit, elle est remarquable partout où elle passe. Oui. Mais quand on regarde le pays, on a le sentiment que toutes ces intelligences mises ensemble ne contribuent pas forcément. Est-ce qu'elles se mettent même d'abord ensemble? C'est déjà de ça qu'il s'agit. Depuis qu'on parle, vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce de ce que l'opposition peut faire, aurait pu faire, peut faire, il est déjà trop tard, monsieur Dipita. Il est trop tard. Il est trop tard. Comment ça? Mais ce ne sont pas des choses qu'on fait en 2 mois, 3 mois. Ils avaient 7 ans pour se préparer. Donc là, l'élection est gagnée déjà. Je ne dis pas que l'élection est gagnée, mais ça va être très difficile. Impossible. Je n'ai pas dit impossible. Une élection n'est jamais jouée d'avance. Mais ça va être très difficile.
Je ne veux même pas relever tous leurs manquements. Vous m'accuserez encore de parti pris. J'ai même toujours évité ça. C'est une opposition très limitée. Quelques-uns des manquements que vous observez. Elle est très limitée, même dans sa démarche tactique et stratégique. Bon, j'entends les gens parler de candidature unie, de candidature consensuelle. Comme que quelqu'un pourrait dire, à quelle heure? Mais il ne se fait pas tard. Bon, c'est vous qui estimez qu'il ne se fait pas. Vous pensez que ce sont des choses faciles à régler comme ça? Dans d'autres pays, ça se fait sur des années. Ce ne sont pas des choses aussi simples. C'est quoi le pouvoir vers ce que ça ne se... Ce n'est pas un problème du pouvoir. Que ça ne se fasse pas. Ce n'est pas un problème du pouvoir, c'est un problème des constituants même de l'opposition. D'abord, qui sont évidemment très disparates. Il y a des opposants de la 25e heure qui ont été avec le pouvoir et puis subitement se refont une virginité en devenant des opposants à la recherche d'un nouveau charisme. Il y a des gens qui traditionnellement et sur une base de principe se sont toujours opposés au pouvoir. Moi, c'est ceux-là que je respecte, même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec eux. Mais eux, là, au moins, ils ont un positionnement sérieux. Alors, l'un des éléments qu'on peut également, pour le regretter, hein, noter dans ces prises de parole publiques, médiatiques aussi, c'est un accent qui est mis sur le tribalisme. Je veux dire que les acteurs que vous êtes, intellectuels, universitaires, politiques, lambda, est-ce que ce n'est pas un instrument véritablement jeté dans le débat qui c'est peut-être pour désorienter ses adversaires, leur jeter des vilaines fleurs et influencer le choix des électeurs? Vous pouvez voir ça comme ça, mais c'est plus compliqué. Je vais vous le dire très simplement. Dans le champ politique camerounais, il y a une seule formation politique qui est responsable de ça, c'est le MRC. Comment ça? Mais je vous le dis. J'ai suivi... En 92, quand on parlait des Anglo... Non, je vous parle de... Bon, si vous voulez qu'on remonte à... Oui, on peut remonter. En 92. Oui, en 92. Oui, mais je veux dire que ça... En 92, allez-y. Oui, mais cette question... En fait, non, je vais arriver à ce niveau. Mais je dis dans la conjoncture, c'est-à-dire, disons, 2000... Donc, commençons par la conjoncture, puis on remonte. 2012-2025. C'est le MRC. Comment cela? Mais si vous êtes un familier des réseaux sociaux, c'est évident. Moi-même, j'en ai été victime, alors que je n'étais même pas contre eux. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, et c'est la vérité, le jour où le terme MRC est prononcé pour la première fois, Maurice Kamto n'est pas dans la salle. Vous pouvez nous donner votre version, justement, de cette phase-là? Oui, mais le avant jour, qu'on ne revienne à 92. Dans la dynamique de constitution de ce groupe politique... Comment ça se constitue? Ça se constitue, en fait, les acteurs centraux. C'est Alain Fogué, c'est Fabien Assigana. Alain Fogué et Fabien Assigana qui ont déjà des partis, qui invitent donc un ensemble d'acteurs, même des acteurs du RDPC, des intellectuels jugés plus ou moins critiques, voire proches de l'opposition. Encore qu'au Cameroun, il y a beaucoup de confusion entre tout ça. Et là, il y a un certain nombre de choses qui se disent pour essayer de mettre en place une formation qui est censée faire la politique autrement. Et quand je vois ce qui se discutait là-bas et ce que je vois en pratique, on est très loin. Qu'est-ce qui se discutait là-bas? Qu'est-ce qu'est la pratique? Ce n'était pas le même positionnement. Là, c'était un parti de centre-gauche, voire de gauche. Mais le parti que je vois là, en réalité, c'est un parti d'extrême droite. Mais qu'est-ce qui a suscité? On a vu beaucoup de départs, notamment des acteurs premiers de cette... Oui, mais c'est parce que justement, ces contradictions sont arrivées. Maintenant, les contradictions. Il faut que les Camerounais se disent la vérité. Ce n'est pas, il ne faut pas faire croire que c'est la classe politique, quelle qu'elle soit, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, qui crée ce qu'on appelle de manière évasive le tribalisme. Ce qu'on appelle le tribalisme de manière impressionniste est lié à une configuration sociale, est lié à la diversité culturelle de notre pays. Notre pays, c'est 4 ou 5 pays dans un seul. Hein. Et ce n'est pas facile à coordonner. Les gens parlent là, mais s'ils arrivent là où ils veulent arriver là, ils vont comprendre. Quels sont les 4 pays qui constituent le nôtre? Il y a un pays, je dirais, paléo-soudanais, il y a un pays néo-soudanais,
il y a un pays grand Bantou et il y a un pays petit Bantou. Qui correspondent à quelle zone? Mais il correspond, bon, le paléo-soudanais, ça prend une partie de l'extrême nord, une partie du nord, une partie de la Damawa. Le néo-soudanais est encastré, mais ça ne représente pas les mêmes orientations, les mêmes sensibilités anthropologiques. Le grand Bantou, lui-même, contient des éléments soudanais parce qu'un certain nombre de groupes sont descendus du nord Cameroun et se sont fondus avec les groupes qu'ils ont trouvés dans le sud Cameroun par opposition au nord. Alors, vous avez accusé le MRC de... Enfin, vous dites que c'est le MRC qui est responsable. Je le dis et je le répète. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'en ai été victime. Laissez-moi poursuivre la question. Oui, allez-y. Vous dites qu'entre 2013 et aujourd'hui, c'est le MRC. Oui. Alors, avant tout ce sentiment d'instrumentalisation politique, quelle était la raison? Quelle était la cause? Pas nécessairement de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est... À aucun moment, le pouvoir n'était responsable? Non, ça c'est des accusations faciles. Est-ce que ce n'est pas une accusation facile de dire que c'est le MRC? Je dis non. J'ai étudié cette question. Et je sais de quoi je parle. Le Cameroun est un pays complexe, en réalité constitué de plusieurs nations historiques, qui n'est pas aussi facile qu'on pense. Alors, la question était dans les années 92. Donc, non, laissez-moi aller au bout. Allons-y. La grammaire mentale et comportementale dominante des Camerounais est communautariste, même s'ils font beaucoup d'hypocrisie à ce sujet. Et intégrer ça avec une philosophie qui nous vient d'ailleurs, parce que le processus philosophique qui constitue l'État chez nous n'est pas issu d'interaction interne. Il est le produit d'une imposition externe. Et ce n'est pas facile à régler tout ça. Voilà pourquoi, naïvement, entre guillemets, quand nous avons accédé à l'indépendance les années 60, on a cru que c'était par la thématique de l'unité nationale qu'on allait le faire. Et comme on voyait bien qu'il y avait une grande hétérogénéité, il a fallu utiliser une certaine coercition. Maintenant, avec l'évolution des choses, quand on passe donc à des systèmes de démocratie pluraliste, on dessert. Mais le pluralisme politique fait également remonter le pluralisme politico-culturel. Et l'une de ces manifestations, son côté, disons, ombrageux, c'est ça. Alors, vous le dites fermement que de 2012 à aujourd'hui, c'est le MRC. Je dis que je n'ai pas dit qu'il était seul. D'accord, laissez-moi terminer. Je dis seulement qu'il a été. Qui sont les autres? Il a été le principal. Qui sont les autres? Les autres sont justement liés à ce qu'on pourrait appeler le tribalisme, entre guillemets, je n'aime même pas l'expression tribal, je dirais le communautarisme social. C'est-à-dire avec les différentes sensibilités culturelles qu'il y a dans notre pays. Quelle est la responsabilité des pouvoirs publics? Mais je dis, les pouvoirs publics n'ont aucune responsabilité à la matière, et je le maintiens. Ils n'ont aucune responsabilité. Au début des années 90, avec le retour au multipartisme, qui était le principal instigateur de ce tribalisme? C'était qui? C'était le pouvoir? Je ne sais pas, je pose la question. Vous avez dit avec fermeté que depuis 2012, c'est le MRC. Alors, avant l'existence du MRC... C'est la dynamique sociale. Moi, j'ai étudié ces questions. C'est la dynamique sociale. C'est-à-dire, c'est une La dynamique sociale a cessé de l'être en 2012? Non. Pour laisser la place au MRC? Je dis, montrez-moi, de 2012 à 2025, un positionnement du pouvoir où il y a du tribalisme. De 92 à 2012? Je dis, montrez. Non, je dis, prenons d'abord, maintenant, 92 à 2000, montrez même dans cette période. Le pouvoir n'a aucune responsabilité à Il n'a aucune responsabilité. Je le maintiens fermement. Aucune. Dans ce cas, qui en étaient les... Il faut distinguer le pouvoir et les composantes sociales. Les composantes sociales, ce n'est pas le pouvoir. Alors, peut-on sortir de cette crise? Ce n'est même pas nécessairement une crise. Tout est dans nos têtes, M. Dipita. D'accord. Apprenons à vivre comme nous sommes, mais réglons cela de manière civilisée, de manière policée. La pluralité communautaire du Cameroun et des pays africains homologues, ce n'est pas demain que ça va disparaître. Mais ça n'empêche pas que nous puissions vivre de manière harmonieuse, sauf si nous voulons rester dans l'hypocrisie. C'est cette hypocrisie-là qui est le problème. C'est-à-dire qu'on fait semblant d'ignorer les réalités communautaires et elles s'invitent de façon vicieuse dans nos comportements. Dans l'hypothèse où le professeur Maurice Kamto est élu président de la République, oui, vous serez prêt à servir la République du Cameroun s'il vous nomme? Non. C'est personnel ou c'est... Je dis non.
C'est une affaire personnelle. Oui, si vous voulez, je dis non. Vous ne sévrez pas. Pas du tout. Si le président de la République vous nomme un poste gouvernemental aujourd'hui, vous accepteriez? Oui. Et pas le président Maurice Kamto éventuellement? Pas du tout. Qu'est-ce qui peut le justifier? Mais c'est mon choix. Qu'est-ce qui motive votre choix? Je dis c'est mon choix. D'accord. Alors, on entame pratiquement les dernières minutes de cet échange. Prof, comment entrevoyez-vous le Cameroun dans les 2, 5, 7 prochaines années? Le Cameroun sera ce que nous en ferons. Si nous voulons en faire un pays stable, un pays apaisé, nous irons vers cette voie. Si nous voulons que notre pays soit un pays soumis à des turbulences, et je ne nous recommande pas d'aller dans ce sens-là, parce que c'est un pays qui a une énergie extrêmement puissante. Si elle s'exprime dans le chaos, c'est véritablement infernal. Maintenant, pour que le Cameroun soit plutôt dans le cadre du premier scénario, il faut que nous apprenions tous à être des gens sérieux. Parce que nous avons un grand problème de sérieux et de discipline. Quels sont les risques, selon vous, pour qu'on vive une déstabilisation du pays? Il y a des risques, puisque des gens ont déjà commencé à jeter la suspicion sur le procès. Vous pensez qu'ils font ça de manière gratuite? Quand je vais revenir sur le professeur Kamto, vous allez encore crier, mais vous avez bien suivi ce qu'il a dit à Paris, non? C'était pas clair? Il a précisé sa pensée. Oui, mais il a précisé sa pensée dans quel sens? Je veux dire que c'était pas un appel. Et vous, quand vous parlez, revenons sur la thématique du tribalisme, de la tribalisation. Vous trouvez normal, Monsieur Dipita, qu'un parti politique se lève et mette à l'index des médias, parce que ces médias, selon lui, ne sont pas favorables à sa ligne politique, décrète que ce sont des médias tribalistes, et vous trouvez que ça c'est un comportement sain? Parmi lequel votre propre média. C'est pas personnel. Non, c'est pas un problème de personnel. Mais je précise le détail puisque je suis face à vous. Ah, bien sûr. Voilà, ce n'est pas sain du tout. Pour vous, le fédéralisme communautaire serait-elle donc la meilleure offre pour sortir de... Non, les institutions, ce n'est pas le dogmatisme. Le fédéralisme de... aussi, le communautarisme... Les institutions... Non, le fédéralisme communautaire de Cabral Libi. Oui. Le fédéralisme voulu. Oui. Par Joshua aussi. Bon, le président Biya dans l'unité décentralisée. Oui. Pour vous, quelle serait la meilleure approche? Les institutions, ce n'est pas le dogmatisme. Les institutions, c'est la sagesse, c'est la prudence et c'est le consensus. D'accord. Et c'est la façon de les conduire. Si on les conduit avec sérieux, vertu et inclusion, que ce soit un État unitaire, même centralisé, que ce soit un État unitaire décentralisé, que ce soit un État de fédéralisme territorial ou un État de fédéralisme communautaire, ça va marcher. Ça dépend simplement de notre sérieux et surtout que nous ne soyons pas hypocrites. Moi, je vois, il y a des gens, par exemple, qui disent qu'ils sont contre le fédéralisme communautaire, comme vous dites de Cabral, encore que je vous dis que moi, je parlais déjà ça 5 ans avant que Cabral même découvre l'idée, parce que c'est un débat ordinaire en sciences politiques. C'est pas parce que j'étais particulièrement génial. Qui disent qu'ils sont contre, mais dans leur comportement, c'est des comportements de fédéralisme communautaire négatif, c'est-à-dire non assumés. Et c'est le type de choses que nous avons dans notre pays, c'est-à-dire l'hypocrisie collective. Alors, regardons-nous en face, assumons positivement ce que nous sommes pour que la partie négative, nous puissions la contrôler. Vous êtes tribaliste? Non, pas du tout. Je ne peux même pas l'être. Pourquoi? Mais parce que je suis essentiellement composé. Est-ce que c'est une raison? Oui, est-ce que c'est une raison qui empêcherait? Oui. Est-ce que votre attendez, laissez. Multiculturalité. Je dis, chez moi, j'ai des origines Ewondo, des origines Bassa, des origines Bakoko, des origines Onvan, des origines Maka. Ça vous empêcherait et des origines même qui arrivent même peut-être jusqu'aux portes de Douala. Ça vous empêcherait de ne pas aimer? Ça m'empêche. De ne pas aimer un Bamileke? Moi, j'ai pas de problème avec les Bamileke. Aucun problème. Vous ne trouverez pas, je dis bien, vous ne trouverez pas une déclaration où j'attaque une communauté, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas mon style. Mais,
parce que je dénonce tel ou tel comportement, on me fait la stratégie du miroir. Ah, comme il a dit ça, c'est que la stratégie, c'est qu'il est tribaliste. Moi, je ne marche pas au chantage. C'est pas ça qui va me faire peur. Le vote est secret. Oui. Je le sais. Oui. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Je sais que vous ne répondrez pas. Vous allez voter pour Maurice Kamto? Qui, moi? Attendez de voir quand je serai dans l'urne. Je vous pose la question à vous. Je dis d'attendre de voir. Le vote est secret, non? Ah oui. Vous allez voter pour lui? Le vote est secret. Bon, c'est vrai, c'est secret. Cela dit, en dehors du président Biya, de tous les candidats ou ceux qui prétendent à la présidence de la République, en dehors du président, oui. Pour vous, quel serait le plus apte, le plus aguerri, le plus structuré, la meilleure offre pour conduire les affaires du pays? Il faudrait qu'on ait la liste définitive des candidats. Non, je veux dire en l'état, pour ce qu'on connaît, oui, pour ce qu'on connaît, ils sont une dizaine, hein, pour ce qu'on connaît. Moi, paradoxalement, je dis paradoxalement, dans l'opposition, les personnalités qui font un effort de construire une politique sérieuse, ce sont ce qu'on appelle, je ne suis pas dans le jeunisme, moi, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais Joshua au moins font l'effort. Cabral Libby. Joshua me semble en recul sur son potentiel. Je pense qu'il avait un grand potentiel, mais à mon avis, il n'est pas en train de le mettre véritablement en valeur. Il est trop timoré pour ce qu'à mon avis, il aurait pu faire. C'est peut-être un moteur diesel qui prendra attendons de voir l'envol avec l'arrivée. Cabral, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais il fait des efforts. Et il prend de l'expérience. Mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Matomba, c'est à peu près la même logique. Moi, je pense que ce sont les jeunes qui me paraissent les plus sérieux. Et la plus grande déception, c'est qui, vous savez? C'est Maurice Kamto. Et pourquoi ce serait... Parce que vraiment... Pour vous, qu'est-ce qu'il a raté? Non, il a raté. Pour vous, qu'est-ce qu'il a raté? Je préfère ne même pas en parler. Non, en un mot. Je préfère ne pas en parler. Il a tout raté. Comment cela? Il a tout raté par rapport à la statue intellectuel, grand avocat. Il a tout raté. Il a grandement contribué à la reprise de Bakassi. Je dis qu'il a tout raté. Sur le plan, je veux dire qu'il a contribué aux plus hautes instances mondiales. Il a contribué, mais dans la présentation de l'affaire, il y a quelque chose qui ne me semble pas intellectuellement honnête. C'est laquelle? Bakassi n'est pas l'œuvre d'un individu. Bakassi est l'œuvre d'une équipe. Là, vous reprenez exactement les termes de votre papa? Mais bien sûr, parce que c'est la vérité. Et sur le plan politique, ça ne peut être que le président de la République. Puisque c'est le président de la République qui a instruit la mise en place de tout le processus du règlement judiciaire, puis du règlement politique du différent frontalier avec le Nigeria autour de Bakassi. Donc s'il y a un héros, c'est lui. Parce qu'il aurait pu refuser, quand on lui a dit en 94, fin 93, début 94, d'aller à la CIJ, il aurait pu dire non, on fait la guerre. Ou alors, bon, on accepte que le Nigeria est plus fort que nous. Il a décidé d'y aller. Donc, tous ceux qui sont venus, dans le cadre de leur expertise, ne sont venus qu'en raison de ces décisions initiales. Donc, quelqu'un, qui qu'il soit, ce n'est pas parce que c'est le professeur Kamto. Les participants à ce processus, personne ne peut en bénéficier individuellement. Alors, nous sommes en fin d'émission, mais je vais vous poser la question concernant 4 personnes. Oui. Si vous avez un message à dire à Cabral Libby? Le message à dire à Cabral Libby, c'est de continuer de travailler. Joshua aussi. Joshua aussi, c'est de valoriser son potentiel et de le faire mûrir, en commençant déjà par remettre sur pied le SDF, qui, à mon avis, était la seule chance d'alternance au Cameroun, mais qui s'est lui-même détruit en raison d'un positionnement très difficile et ambivalent avec ce qu'on a appelé la crise du Nozo. Paul Biya. Paul Biya, c'est l'expérience. Anissé Ekane. Anissé Ekane, c'est la détermination. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Anissé Ekane, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais on peut se retrouver sur certains points. Ses choix politiques sont ses choix politiques, mais le dernier me semble particulièrement contestable par rapport à la logique qu'Anissé Ekane lui-même a assumée.
le souverainisme, l'anti-impérialisme, l'orientation populaire. L'orientation populaire de son combat ne me semble pas correspondre avec l'alliance qu'il met en place. Maurice Kamto? Maurice Kamto, je suis déçu. La présence de Clément Tangana dans une réunion de motion de soutien à Paul Biya, ne vous fait-elle pas craindre? Non. Là, encore une fois, c'est la spectacularisation. Il n'était pas là pour la motion de soutien. Et quand la motion de soutien, le processus de la motion de soutien s'est mis en place, il s'est retiré. Il a dit qu'il n'était pas informé. Il s'est retiré. Il faut que les gens disent la vérité. Il ne faut pas flétrir les personnalités de manière gratuite. Merci, Mathias Eriko Onangeni. Je vous en prie. De vous être prêté à ce jeu de franchise pendant 90 minutes. Merci. Bon retour à Yaoundé. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Entretien avec. Jeudi prochain, on aura droit à notre invité. Bonsoir et à jeudi.